Imagine, tu te balades tranquillement dans la rue, quand soudain, tu fais face à la plus grande menace des animés, Truckun. Ah, encore lui? Mais comment c'est possible? Eh bien, te voilà dans le dernier animé que t'as regardé. Et tiens, tu serais dans quoi? J'espère en tout cas que tu seras pas dans les 6 dans cette vidéo. Je sais pas si vous le savez, mais récemment, je suis parti au Japon, et franchement, c'était un super voyage, mais la vache, qu'est-ce qu'on a marché! Et c'est typiquement dans ce genre de situation où j'aurais aimé avoir mon partenaire avec moi, Oli, l'alternative plus saine et plus healthy aux sodas et boissons énergisantes. Avec leur gamme hydratation à base d'eau de coco et de baies de goji, j'aurais clairement mieux récupéré après tous ces kilomètres en profitant de leur goût délicieux. Et le tout sans sucre ni taurine, mais avec plein d'électrolytes et de minéraux pour rester hydraté après l'effort. Justement, après l'effort, pour se désaltérer avec un max de goût et sans sucre, t'as aussi les Oli Iced Tea, avec un peu de théine pour un max d'antioxydants pour aider tes défenses immunitaires. Il te suffit d'une dose de ta saveur préférée, 500 ml d'eau, tu shakes bien ton shaker Oli, un peu de glaçon, et c'est prêt. Vraiment rien de plus simple. Et franchement, c'est ultra frais. J'adore le goût pêche avec la nectarine et le thé noir. En vrai, ça se marie plutôt bien. Si ça te tente, mais tu sais pas par où commencer, ou tu veux tester leur game Energy ou Milkshake, je te conseille vraiment les packs découvertes, histoire de trouver tes préférés. Et avec mon code Alcor, t'as 10% de réduction sur tout le site pour les clients récurrents, ou 5€ offerts sur ta première commande, des 14,89€ d'achat, avec le code ALCOR5. Alors si toi aussi tu veux te mettre à Oli, fonce sur mon lien en description ou en commentaire épinglé. Et on n'oublie pas que même si Oli est une alternative plus saine, ça se consomme avec modération et avec une alimentation équilibrée. Aussi, pas de Oli Energy si t'es enceinte, allaitante ou si t'as moins de 16 ans. C'est bon pour toi? Alors tu peux foncer sur le site de lien en description et profiter de ta nouvelle boisson préférée. Quant à moi, je remercie encore Oli pour leur soutien et nous, on retourne à notre vidéo bien hydraté. Cet animé, c'est un peu le Judge Dredd de la Japanimation. Il se déroule au 22e siècle, dans un futur dystopique cyberpunk, où chaque citoyen est constamment filmé et surveillé. D'ailleurs, les caméras ne se contentent pas de surveiller les actions. Elles mesurent également le niveau de psychopathe. Ça permet de connaître la santé mentale et le taux de mauvaises intentions chez chaque individu. Plus une personne a un psychopathe bas, plus elle aura de privilèges. En revanche, dès qu'une personne se révèle avoir un psychopathe au-dessus des normes, il lui arrivera diverses choses. S'il est récupérable, il fera un petit stage pour le remettre dans le droit chemin. En revanche, s'il est tellement élevé qu'il est jugé comme irrécupérable, l'individu se fera exécuter sur champ. Oui, comme ça, gratos. Et si un bug, un psychopathe trop élevé pour être récupérable, mais pas assez pour être exécutable, on fait de lui un exécutor. Un genre de policier équipé d'un pistolet spécial, nommé les Dominators. Ouais, les noms sont ultra badass. Un flingue spécialement conçu pour tuer ceux qui ont un psychopathe trop élevé. Donc vous voyez déjà le premier problème de cet univers, vous êtes constamment sous la surveillance d'un régime totalitaire, et à la moindre mauvaise journée de travail qui vous rendra un peu chafouin, vous risquez de vous faire capturer et limite subir un lavage de cerveau pour vous faire retourner dans le droit chemin. Après ça, si vous vivez dans cet univers depuis votre plus jeune âge, ça doit pas être si choquant. Mais en plus, ce système sociétal horrible, bah il a plein de failles. Bon, déjà, quand les criminels appartiennent à une organisation, tu peux pas en capturer un pour essayer de lui soutirer les infos, puisque le Dominator va quasiment toujours le tuer. Ensuite, certains individus ont un casque leur permettant de cacher leur psychopathe. Bon, c'est complètement con, puisque dès que tu vois quelqu'un se balader avec un casque de ce genre, bah c'est sûr qu'il compte commettre un crime. Mais bon, admettons, les habitants ne sont tellement pas habitués à voir de la violence, que lorsqu'ils voient une personne se faire agresser, ils réagissent comme un enfant criant dans un magasin. Mais là où tu vois que le système ne marche pas, c'est que certains individus comme Shogo Makishima, qui sont des putains de meurtriers psychopathes, bah ils ont pourtant un psychopathe neutre. Et donc, il n'est pas légalement tuable ou arrêtable. Alors ok, quand on regarde de notre point de vue, ce système et cet univers est horrible. Mais si tu y vis depuis ta naissance, en vrai, y a pas grand chose qui devrait te choquer. Et si tu es un citoyen tranquille, a priori ça devrait aller. Surtout qu'en dehors des événements de l'animé, le taux de criminalité est assez faible. Après, si tu dis que c'est chaud à vivre, bon, en vrai c'est le moins pire de la liste, et t'es pas prêt pour les 5 autres univers qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que vous pensez pouvoir être considéré comme étant le meilleur dans un domaine? Si c'est le cas, dites-moi dans quoi vous êtes bon. En vrai, ça m'intéresse. Mais bref, il y a moyen que vous soyez admis dans l'académie Kibogamine de Danganronpa. Alors je sais, à la base, c'est une série de jeux vidéo de type visual novel. Mais vu que ça a été adapté en animé à succès qui a plusieurs saisons, je le compte quand même. Bienvenue à l'académie Kibogamine, une école réservée uniquement à ceux qui sont les meilleurs dans leur domaine. Genre moi, qui suis la meilleure personne au monde pour vous expliquer comment survivre aux pires univers de fiction, je pourrais être admis. D'ailleurs, si vous êtes convaincu, n'hésitez pas à vous abonner, ça donnera vraiment de la force pour la chaîne. Sauf que bon, ça serait pas vraiment une bénédiction d'y être admis, car une fois qu'on est accueilli par le nounours bicolore Monokuma, on apprend que l'école est une prison, et qu'on peut en sortir uniquement si on commet le crime parfait. C'est-à-dire que tu dois commettre un meurtre et être assez bon pour camoufler les preuves, afin que les autres ne découvrent pas que t'es le coupable. Et sachant que ce sont des génies, c'est vraiment pas simple de penser à tous les détails qui pourraient te faire accuser. En plus, si tu te fais griller, tu vas te faire
faire exécuter. Et vraiment, toutes les exécutions méga hardcore sont liées à leur domaine de prédilection. Genre le gars qui est un champion de baseball, il se fait mitrailler à mort par des balles de baseball. La meuf passe une histoire, elle finit au bûcher façon Jeanne d'Arc, puis se fait exploser la gueule par Trucoon. Quant à la championne de jeux vidéo, elle se fait écraser par des blocs de Tetris. Ouais, c'est So version personnalisée. Et de toute façon, personnellement, j'ai jamais tué personne. Donc je serai jamais assez bon pour être assez discret dans mon meurtre, et surtout, bien cacher les preuves. Bon, ça, c'est le premier point. L'autre truc pas ouf qu'il faut prendre en compte, bah ça peut être toi, la victime d'un meurtre. Oui, cet animé, c'est une véritable partie de Among Us entre génies, sauf que là, tout le monde peut être le tueur, donc la confiance avec tes colocataires, c'est 0, et ta paranoïa est au max. Difficile de pas devenir cinglé avec tout ça. Après, vous devez vous dire, oh ça va, tant qu'on n'est pas dans l'école, tout devrait bien se passer. Non, pas du tout. Simplement parce qu'à l'extérieur, il y a une apocalypse tuant une bonne partie de l'humanité. Et pas mal d'entre eux sont des fanboys de Monokuma foutant la merde, comme si c'était un film American Nightmare. Même si, bon, au final, le fait qu'il n'y ait plus d'humains, ça a été retcon, car fallait bien faire des suites. Donc vous l'aurez compris, votre meilleure chance de survie ici, c'est d'être un génie, mais du meurtre. Ouais, pas ouf. Et on continue avec une autre adaptation de jeu vidéo en animé. Originellement sorti sur PSP, ce Monster Hunter-like a eu son petit succès. Ce qui fait qu'elle a eu plusieurs suites, et cette adaptation animée par Ufotable. Et franchement, c'est pas rien. C'est quand même les Kings qui nous ont donné Demon Slayer, ou encore Fate. Pourtant, il y a un de leurs animés qui est tout aussi magnifique en termes d'animation, mais bien moins connu, et c'est God Eater. Mais aussi stylé que soit cet animé, jamais de la vie j'y mets les pieds. L'histoire prend place dans un monde post-apo, où les survivants sont attaqués par des créatures nommées les Aragami, qui peut se traduire par dieu sauvage ou divinité destructrice. Ouais, ça en impose. Et ces créatures sont là pour buter et bouffer un max d'humains. Pour se protéger de ce fléau, l'humanité a construit des forteresses gigantesques autosuffisantes pour protéger les humains en son sein. Alors, c'est très bien, hein, mais au moment où commence l'animé, il y en a plus qu'une seule qui n'a pas succombé aux Aragami, et elle se nomme Fenrir. Donc ouais, grosse responsabilité pour Fenrir qui doit aussi former le dernier espoir de l'humanité, les God Eaters. Des humains qui ont un bracelet nommé Armlet, qui leur offre de l'ADN d'Aragami décuplant leur force. Cependant, ce bracelet ne peut jamais être retiré. Ils reçoivent aussi une arme nommée Godark, une espèce d'épée géante que seul un God Eater peut manier, et qui peut aussi se transformer en arme à feu pouvant dévorer les Aragami afin de gagner en puissance et en capacité. Mais bon, même si t'es puissant, c'est loin de garantir une victoire contre les Aragami. Comme on peut le voir dans la série, il y a énormément de God Eaters qui sont envoyés au casse-pied par Fenrir, et malheureusement, ils reviennent pas tous en vie ou indemnes. Alors là, je sais ce que vous dites. Des monstres géants qui bouffent les humains, qui se cachent dans une forteresse, et on les combat avec leur propre pouvoir, ça ressemble un petit peu à SNK. Alors, dans l'absolu, oui. Vous avez raison. Mais SNK a débuté en septembre 2009, et le premier jeu God Eater est sorti en février 2010 au Japon. Et je pense pas qu'ils ont développé le jeu en juste 6 mois, hein. Donc la ressemblance, c'est juste du hasard. Surtout que les Aragami ont pas mal d'originalité, là où les titans, à part les primordiaux, c'est plus ou moins tous les mêmes, et c'est leur nombre qui fait le danger. Les Aragami, eux, sont divisés en des dizaines, voire même des centaines d'espèces, de tailles, de dangerosité différentes, avec plein de capacités variées. Et c'est pour ça pour moi, c'est encore pire que SNK. Au monde Aragami inconnu, il faut comprendre ses capacités et s'adapter à ces dernières. Après, autant le jeu il est super cool à jouer, mais vivre dans cet univers, non merci. Jamais de la vie. Survivre à l'extérieur des forteresses, c'est quasiment impossible, à cause du manque de ressources et les Aragami qui veulent te bouffer. Et même être un God Eater, c'est une option bof, hein. Tu vas juste être de la chair à canon pour Fenrir. La seule bonne option, c'est d'être au commandement de l'armée. Tu es a priori en sécurité dans des bureaux, et protégé par des dizaines de God Eaters qui sont tes larbins. Même si on n'est jamais à l'abri d'un drame avec un Aragami un peu trop énervé. Si le maître de l'or du manga, c'est clairement Junji Ito pour les webtoons, Kim Kirby pourrait être un bon prétendant. Oui, désolé d'avance si j'écorche les noms coréens. Sa première œuvre, Bastard, nous plongeait dans l'esprit d'un ado perturbé et torturé. Ou encore l'œuvre qui va nous intéresser aujourd'hui, Sweet Home. Yuncha est un ado Ikikimori dont la famille va mourir au cours d'un accident. Et lui, suite à cet événement, il se contente de se plaindre que ses parents ne lui ont pas laissé assez d'argent pour vivre peinard longtemps. Ouais, c'est un sacré connard. Il emménage donc dans un bâtiment social, vit avec les économies de son héritage, et prévoit de se désabonner de la vie une fois qu'il n'aura plus de quoi vivre. Il vit donc sa vie pas ouf, tranquille, quand des événements ultra chelous commencent à arriver dans son immeuble. Certains de ses voisins ont un comportement giga chelou, jusqu'à ce qu'ils tombent sur de véritables monstres, et chacun d'entre eux est potentiellement giga meurtrier. Voilà donc Kiun est bloqué dans un immeuble infesté de créatures aussi affreuses que dangereuses. Et oui, il y est enfermé, car à l'extérieur c'est encore plus la merde. Il y a encore plus de ces créatures horribles. En plus, au début de l'épidémie, on ne connaît pas vraiment la réponse pour laquelle un humain se transforme. Le seul symptôme qu'on peut repérer avant la transformation, c'est un saignement donné. Et le pire, c'est que chacune de ces horreurs a des capacités différentes. Genre, il y en a un avec une langue qui aspire le sang de sa victime, un qui court super vite, ou un autre super musclé qui détruit tout sur son passage façon Hulk. Vraiment,
À chaque monstre, il faut comprendre ses capacités avant qu'il nous bute. Une horreur. Après, tous les monstres ont une faiblesse au feu, donc avec quelques cocktails Molotov, tu peux gérer. Un des seuls trucs qui peut être à ton avantage, c'est que si t'as de la chance, tu peux tomber sur certains monstres qui sont totalement inoffensifs. Après, l'autre gros souci, c'est que tu te retrouves isolé, enfermé avec 2 survivants, donc il faut partager les ressources alimentaires entre vous. Ça veut dire que c'est limité à un maigre repas par jour vu le nombre de personnes. Et entre ça, l'isolement, les monstres et les dangers de l'extérieur, il y a de quoi péter un câble. Tiens, justement, il faut savoir qu'à terme, on connaît la raison pour laquelle un humain vient se transformer en monstre. Grosso modo, si jamais mentalement tu craques et tes désirs deviennent beaucoup trop forts, l'infection va entrer dans ta tête et te changer en monstre en fonction de tes désirs déformés par l'infection. Par exemple, mon super musclé, c'était probablement lié à un désir humain qui était un go muscu. Donc il faut savoir faire preuve d'un self-control constamment pour ne pas se transformer. Ce qui dans ce contexte n'est clairement pas le plus simple. C'est vraiment un univers de merde où tu vas soit te changer en truc monstrueux, soit te faire buter par l'un d'entre eux. En tout cas, c'est un excellent webtoon que je vous conseille, comme toutes les œuvres de son auteur. Il y a une série live action qui est regardable, mais loin de la génialissime œuvre originale. J'ai légèrement spoil en expliquant que la transformation était liée au désir, mais vous avez encore plein d'autres choses à découvrir dans ce webtoon et son univers qui s'étend notamment dans le préquel, le garçon au fusil. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous chauffe que je parle un peu plus de webtoon ou encore de manhwa sur la chaîne. Dans une uchronie où l'Angleterre s'est renommée le Saint-Empire de Britannia et a étendu son empire dans les colonies, cette dernière s'est mise à attaquer le Japon. Et les Japonais se sont fait botter le cul parce que la puissance militaire de Britannia était écrasante, notamment à cause de mechas nommés les Nightmares. Oui, les Japonais se sont fait détruire à cause de mechas, ce qui est plutôt ironique quand on y pense. Après cette humiliation, le Japon se fait renommer Area 11 et ses citoyens sont renommés les Eleven, ce qui est très déshumanisant et vivent dans des sortes de bidonvilles dans des conditions très précaires. Donc là, vous comprenez pourquoi c'est un univers de merde. Surtout si t'es né en tant que Eleven, où tu vis dans les pires conditions humaines possibles. Après, certains d'entre eux en ont évidemment ras le cul de la colonisation de Britannia et font donc des attentats afin de reprendre le pays par la force à base de nombreuses attaques terroristes. Et ça, c'est sans parler des quelques individus possédant ce qu'on appelle un Geese, un pouvoir dans les yeux permettant à un individu le possédant d'avoir une forme d'influence sur d'autres personnages. Par exemple, celui du protagoniste Lelouch lui permet, en regardant dans les yeux, de donner un ordre à une personne, et cette dernière va s'y plier sans discuter. Le groupe terroriste qui fait le plus parler, c'est l'Ordre des Chevaliers Noirs, mené par le charismatique Zero, qui est en réalité Lelouch, un révolutionnaire voulant renverser Britannia, et qui utilise l'Ordre des Chevaliers Noirs comme des pions pour son plan. Ils commettent leur coup d'état surtout à base de vol des Nightmares, donc vivre en tant qu'habitant de Britannia, c'est sûr que c'est mieux qu'être un Eleven, mais ça, c'est jusqu'à ce que tu te fasses exploser en dommage collatéral lors d'une attaque des Chevaliers Noirs. Et vraiment, il y a certains événements de l'animé, faut pas y être, hein, car ça vous assure une mort certaine. Mais pour vous expliquer, je vais devoir spoil. Donc si vous n'avez pas vu Code Geass, on se retrouve à ce thème code. Surtout que Code Geass c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre, donc ça serait vraiment dommage de se faire spoil. Non, c'est bon, je peux y aller? Allez, c'est parti. Plus tard, Euphemia, une haut gradée de l'Empire de Britannia, propose de créer une zone d'indépendance pour le Japon, ce qui calmera les tensions entre les deux nations. À un moment, Lelouch part s'isoler avec elle pour discuter, et au cours de la discussion où il lui explique son pouvoir, il dit « Ah, par exemple, si je t'ordonne de tuer tous les Japonais, tu seras obligé de le faire. » À la base, il a dit ça en mode blague à la con, tout ça, mais elle a pris comme un ordre réel, et a donc ordonné à l'armée de Britannia de massacrer tous les Japonais présents, tout en se mettant elle-même à tirer à la mitrailleuse en ayant l'air beaucoup trop contente. Donc si t'es dans la foule, t'es mort. Et si t'es juste un citoyen, ça va juste amplifier la haine pour le camp opposé. Vraiment, le contexte géopolitique de cet animé devrait être une horreur à vivre. Mais en vrai, tout ça, c'est jusqu'à la fin du manga. Car après s'être comporté comme un parfait connard tout au long de l'animé, Lelouch a fait en sorte de cristalliser toute la haine du monde en lui, avant de se laisser tuer pour créer un monde de paix. Et du peu qu'on voit après sa mort, ça avait l'air plutôt cool. Et je vous vois venir. Vous vous dites sûrement que c'est la merde qu'au Japon, mais en fait pas du tout, hein. Puisque Britannia a également étendu son empire à une grande partie de l'Europe et de l'Afrique. Et le reste est possédé par la Fédération chinoise, qui n'est pas forcément beaucoup plus sympa. D'ailleurs, c'est très cocasse, mais les endroits les plus clean du monde, c'est cet enfer sur Terre qu'est l'Australie. Bon, on a vu un chef-d'œuvre, que direz-vous d'aller à présent dans un manga Supramid? Dans Lilymen, on est dans un Japon moderne, ou futur proche, qui est infesté par des succubes, des créatures à première vue d'apparence humaine, mais qui peuvent contrôler leur corps à leur guise. Genre la première que le héros affronte, c'est une qui peut faire grossir ses muscles, la rendant capable d'arracher un humain en deux. Et leur moyen de reproduction est assez troublant, on va dire. Ils utilisent le corps des humains comme une sorte de cocon afin de laisser naître leur progéniture. À la base, ils faisaient comme les succubes comptés dans les mythes, en séduisant les humains pour mieux les piéger. Mais ils se sont aperçus qu'en fait, c'était plus facile de juste les capturer et en faire des autres pour futurs succubes de force. Et
Et vraiment, j'ai aucune envie de finir comme les humains sur ces pages. Non, franchement, c'est ultra crade. Surtout qu'en plus, ils sont encore vivants et conscients. Ils meurent que lorsqu'ils donnent naissance aux succubes en eux. De plus, les succubes font fréquemment des vaches d'humains capturés depuis leur naissance pour perpétuer leurs espèces. Genre là où le héros a passé les 16 premières années de sa vie, c'était un élevage où ils étaient fusionnés avec des succubes afin de pousser leur capacité physique à leur maximum, de sorte à pouvoir créer des succubes encore plus puissants à partir d'eux. Tout ça en étant nourri avec un tube dans la bouche qui te donne juste le nécessaire pour vivre. C'est une vie vraiment horrible, franchement dégueulasse hein. Même à mon pire ennemi, je souhaite pas ça. Après, si vous vivez dans cet univers en tant que succube, c'est pas forcément plus joyeux, puisqu'il y a une organisation nommée Marsa, qui a une brigade chargée de combattre les succubes. Et ils le font avec des armes créées à partir de ces dernières, qui ont été capturées, ou de leurs cadavres. Et lorsqu'ils capturent un succube, il reçoit un collier explosif autour du cou qui explose et le tue immédiatement s'il est trop désobéissant façon Suicide Squad. Et au pire, si on veut les laisser vivre, on peut les stériliser. Donc, soit t'es un humain et tu risques de finir en cocon pour faire naître un succube, soit t'es un succube et tu vas te faire traquer par l'organisation Marsa. C'est un univers où c'est la merde d'y vivre, mais qui a en plus zéro originalité. Oui, parce que le coup des créatures à l'apparence humaine qui chassent de l'humain et qui sont poursuivies par une organisation qui utilise ces créatures comme chair à canon, bah en vrai, ça fait hyper penser à Tokyo Ghoul. Et contrairement à God Eater, y a pas l'excuse d'être approché. Là, l'œuvre elle a débuté en 2023, plus de 10 ans après le début de Tokyo Ghoul. Et j'ai beau être le premier à dire qu'une œuvre n'a pas besoin d'être originale pour être bonne, bah là, c'est assez risible quand même. Surtout qu'il n'y a pas que ça qui n'est pas original dans ce manga. Le protagoniste qui a une vie tellement misérable qu'un truc banal pour nous est un rêve à accomplir pour lui, ça rappelle énormément Denji de Chainsaw Man, mais en moins charismatique et moins drôle, évidemment. Et le style graphique fait vraiment penser à Jagan, dont j'ai fréquemment parlé sur cette chaîne. J'ai l'impression que l'auteur a juste mélangé des œuvres qu'il aime, sans réussir à refaire ce qui fait vraiment le charme de ces dernières. Surtout que même si le délire autour des succubes est très peu exploité, j'ai vraiment l'impression qu'il a choisi ce monstre parce que c'était un des derniers pas utilisés par un autre manga. Enfin bon, même si c'est un univers très intéressant à traiter pour cette vidéo, c'est pas forcément un manga que je vous conseille. C'est pas mauvais hein, mais l'énorme manque d'originalité de l'œuvre m'a personnellement bloqué dans son appréciation. Et voilà, c'était 6 nouveaux univers de manga dans lesquels je n'aimerais vraiment pas vivre. Et je dois dire que plus j'avance dans ce concept, plus je dois aller chercher dans des œuvres peu connues du grand public. Mais en vrai, ça semble davantage. Personnellement, j'étends ma culture manga, et vous, je vous fais découvrir de potentielles nouvelles œuvres à lire ou à mater. Mais vous, parmi ces 6 univers de manga, dans lequel vous voudriez jamais vraiment vivre. Personnellement, c'est Sweet Home. Vraiment. Être enfermé dans un immeuble avec plein de créatures dégueulasses avec le risque que moi-même je me transforme, non, jamais de la vie. En tout cas, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, n'hésitez pas à me proposer d'autres mangas pour que j'en parle, et je vous dis à la prochaine, ciao!